Le 18 mars 62, les représentants du gouvernement français et du gouvernement provisoire de la République algérienne, formés par le Front de libération nationale, signent les accords d'Évian, prévoyant l'organisation d'un référendum d'autodétermination en faveur de l'indépendance de l'Algérie qui fut approuvé par les Français et les Algériens à plus de 90%. Ces accords se traduisent par un cessez-le-feu dès le 19 mars 62 à midi, mettant fin à 8 ans d'une guerre coloniale. Son terrible bilan se mesure aux dizaines de milliers de militaires français tués, blessés, aux centaines de milliers de morts algériens, civils ou militaires, aux millions de personnes déplacées. À l'époque, sans distinction d'origine, de croyance ou d'opinion, de nombreux Gentilliens sont rassemblés pour combattre cette guerre. En octobre 61, c'est dans les rues de la capitale qu'eut lieu une répression sanglante lors d'une manifestation organisée en réaction à un couvre-feu imposé par le préfet de police Maurice Papon. Il obligeait les ressortissants d'Afrique du Nord, et particulièrement les Algériens, à ne plus circuler librement et à rester chez eux dès la nuit tombée. Ce soir-là, des dizaines d'Algériens seront molestés, arrêtés, tués. En février 62, une nouvelle répression d'une manifestation pour la paix fit des morts et de nombreux blessés au métro Charonne, parmi lesquels se trouvaient des Gentilléens. À l'occasion du 50e anniversaire du 19 mars 62, il a été décidé d'apposer cette plaque en hommage à toutes les victimes, civiles ou militaires, et en souvenir de celles et ceux qui s'y luttèrent pour l'indépendance et la paix entre les peuples. Merci. Merci. Messieurs, mesdames et messieurs, mesdames les représentantes de Madame Mathilde Panot, notre députée, et de notre sénatrice Laurence Cohen, Madame Fathia Agoun, représentante du conseillère départementale, et Madame la maire. Nous sommes réunis aujourd'hui parce qu'il y a exactement 60 ans, des dizaines de milliers de travailleurs algériens et leurs familles manifestaient pacifiquement à Paris contre le couvre-feu que la préfecture de Paris venait de leur imposer. Maurice Papon, alors préfet de police, avait en effet prononcé cette mesure de 20h30 à 5h30 du matin. L'action des forces de l'ordre fut d'une extrême violence. Durant cette nuit-là et le lendemain, de nombreux corps flottaient à la surface de la Seine. C'était le 17 octobre 1961. Le bilan humain terrible reste encore imprécis, mais les estimations contemporaines s'accordent sur au moins 200 morts. Quelques mois plus tard, le 8 février 1962, des milliers de personnes se rassemblaient afin de manifester en faveur de la fin de l'Algérie française et contre les manœuvres de l'organisation armée secrète, l'OAS. La manifestation ayant été officiellement interdite, la réponse policière se révéla à nouveau particulièrement rude. Près d'une dizaine de personnes allaient mourir, étouffées à l'intérieur de la station de métro Charonne, du fait du mouvement de panique généré par la peur de la répression. Ces deux dates, surtout celle du 17 octobre par l'ampleur du nombre des victimes, représentent des épisodes funestes de la fin du XXe siècle français. Un historien britannique, Jim House, analyse ainsi l'objectif de la police française, qui était de prendre alors le contrôle total des populations considérées comme dangereuses pour la survie de l'État. Les méthodes consacrées en situation coloniale, à savoir les descentes de nuit, tortures, punitions collectives, déportations, ont été transférées et pratiquées en métropole. Le 17 octobre entre dans l'histoire des répressions coloniales. Car des décennies durant, la tragédie du 17 octobre sera occultée
considéré comme fait par des divers gouvernements successifs comme un épisode peu glorieux de notre histoire récente, mais pas davantage. Puis, les travaux historiques vont peu à peu se multiplier, jusqu'à ce qu'un récit plus fidèle à la réalité refasse graduellement surface, avec quelques dates symboliques. 1999, le terme « massacre », pour la première fois utilisé par le tribunal correctionnel de Paris, afin de qualifier la répression du 17 octobre 1961. 2012, avec une première reconnaissance officielle effectuée par le président de la République d'alors, François Hollande, au moyen d'un communiqué affirmant, je le cite, « 17 octobre 1961, des Algériens qui manifestent pour le droit à l'indépendance ont été tués lors d'une sanglante répression. La République reconnaît avec lucidité ces faits. 50 ans après cette tragédie, je rends hommage à la mémoire des victimes. » 2018, un tweet de l'actuel chef d'État Emmanuel Macron rappelant que le 17 octobre 1961 fut le jour d'une répression violente de manifestants algériens. La République doit regarder en face ce passé récent et encore brûlant. C'est la condition d'un avenir apaisé avec l'Algérie et avec nos compatriotes d'origine algérienne. Dans ce prolongement, hier, une gerbe a été déposée sur les berges de la Seine du pont de Bezons, là où des manifestants algériens qui arrivaient des bidonvilles voisins de Nanterre, à l'appel de la branche FLN, installée en France, avaient été pris pour cible par les forces de l'ordre. L'Élysée a écrit un communiqué. La France regarde son histoire avec lucidité et reconnaît les responsabilités clairement établies. Elle le doit d'abord et avant tout à elle-même, à toutes celles et ceux que la guerre d'Algérie et son cortège de crimes commis de tous côtés ont meurtri dans leur chair et dans leur âme. Ce communiqué ajoute « Des tirs à balles réelles se sont produits à cet endroit et des corps ont été repêchés dans la Seine. » 6 décennies. Il n'y a pas eu de mots prononcés, seulement un communiqué de l'Élysée qui reconnaît enfin les crimes commis cette nuit-là sous l'autorité de Maurice Papon. Des crimes inexcusables pour la République, certes. La police a bien massacré des manifestants algériens ce jour-là. C'est un pas de plus, important, après celui engagé par François Hollande en 2012, qui avait jugé le massacre comme une sanglante répression. Cette quête de la réalité des faits, ainsi que leur juste reconnaissance, doit être utile au rapprochement entre le peuple algérien et le peuple français, dans un contexte de relations difficiles entre nos deux pays. À ce titre, je nous engage à prendre dès à présent rendez-vous le 19 mars 2022 pour commémorer avec force et dignement les 60 ans des accords d'Évian qui ont mis un terme à la guerre d'Algérie, mais pas au nécessaire travail d'inventaire et de rapprochement nécessaire à l'apaisement de la mémoire. Mais alors, quelles sont les leçons à tirer aujourd'hui de cette situation ? Que le dialogue et la reconnaissance mutuelle constituent le meilleur rempart à l'escalade des tensions. Les empires coloniaux européens du XIXe siècle, à l'image d'autres empires de civilisations différentes, n'ont pas su mettre en œuvre ces éléments pourtant fort simples. Certaines conséquences issues de ce lourd héritage historique peuvent encore se faire sentir au sein d'États jeunes ayant encore du mal à bâtir des institutions légitimes et pérennes. Que l'histoire est souvent tragique, l'actualité nous le montre régulièrement, et que le combat pour l'égalité doit être mené en gardant à l'esprit que rien n'est jamais acquis. Ainsi, la situation des femmes afghanes face au nouveau régime taliban est extrêmement préoccupante, alors que le retrait américain, sans l'indispensable concertation avec les pays engagés sur le terrain, compromet la construction d'un État de droit, certes fragile, mais qui avait le mérite d'avoir apporté une forme d'émancipation pendant près de 2 décennies. Que la solidarité pour la promotion des droits humains partout dans le monde n'est pas une option, mais un devoir. Devoir qui doit demeurer au cœur des préoccupations de nos démocraties, parfois blessées ou apparemment fatiguées, notamment dans notre Occident. Il n'y a pas de différentialisme ou de relativisme dans le respect de la dignité humaine. Dans cette optique, la liberté des femmes afghanes, comme d'autres dignités, constitue la meilleure garantie de notre liberté collective. Je conclurai ce propos en citant
le dirigeant athénien Périclès, qui il y a plus de deux millénaires, affirmait « Il n'est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage ». Je remercie également, pour finir, cette donation aux militants de la part de Ernest Pignon, un artiste qui a fait cette belle œuvre qui participe de notre commémoration et que Grenier, ici pas loin, l'imprimerie, nous a imprimé et nous a offert au titre de leur capacité à nous aider à faire cette commémoration. Et je rappelle que tous les Gentilléens et Gentilléennes sont appelés à témoigner et à animer le travail de mémoire. Je vous remercie.